Deuxième chose, on sait que je suis entièrement autofinancé, donc entièrement libre, contrairement à eux. Un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après, il faut savoir qui est le macro derrière. Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour votre entretien de rentrée. Mais d'abord, dites-nous comment s'est passé votre été. Mon été s'est passé comme les autres saisons, parce que moi, n'étant pas salarié, je n'ai pas ce rythme année de travail et puis congé payé. Donc en fait, la seule différence pour moi, c'est comme il faisait chaud, au lieu de m'entraîner à la boxe, je suis passé à la natation. Hein. Voilà, c'est tout. Je vois que vous avez été récompensé d'une quenelle d'or également, vous l'avez amené ? Oui, alors ça remonte à la dernière soirée, cérémonie des quenelles. Donc ça m'a été remis par Dieudonné. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est la quenelle la plus chère de l'histoire. Puisqu'effectivement, cette quenelle m'a coûté 30 021 € de condamnation, vous le savez, pour la fameuse quenelle de Berlin. Alors j'en profite pour la montrer et remercier à nouveau Dieudonné de sa solidarité et rappeler que la force du combat qu'on représente est beaucoup liée à notre union indéfectible entre Dieudonné, qui est un comique d'origine libertaire et métisse, et moi, qui suis, on va dire, plus un écrivain intellectuel nationaliste de souche. Et que tout le système a toujours essayé de nous séparer, hein, sachant que si on est séparé, on est beaucoup moins fort. Hein. Et le système a essayé de nous séparer de l'extérieur, hein, en nous tapant dessus systématiquement, et aussi de manière plus perverse de l'intérieur, en faisant, en retournant, en faisant tapiner, je dirais, des imbéciles et des traîtres de l'ex-dissidence. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse. Donc, j'en profite pour saluer à nouveau Dieudonné et rappeler à tous ceux qui en sont fort maris que nous restons unis comme les deux doigts de la main. Voilà. Merci, Diodo. Oui, alors, déjà, ça, c'est un autre canapé, vous voyez. Donc, je précise que, on avait mis ce canapé aux enchères au prix de vente Ikea, qui était de 150 €, et que quelqu'un a eu la générosité de surenchérir jusqu'à 2600 €. Donc, je le remercie, sans citer son nom, parce qu'il n'a peut-être pas vraiment envie. Je rappelle aussi que cet argent est allé à Égalité et Réconciliation par mois, hein, pour ceux qui font systématiquement l'amalgame entre ce que génère comme argent notre organisation et ce que je pourrais gagner moi personnellement. C'est pas du tout la même chose, hein, mais il y a des gens qui s'amusent à confondre les deux. Donc je remercie cette personne, et effectivement qu'il y a quelque chose de symbolique que quelqu'un ait acheté comme une relique ce canapé qui est quand même qui sera plus tard peut-être le symbole d'une certaine résistance. C'est plutôt rassurant et plaisant. Voilà. Et puis ça nous a permis d'acheter ce canapé plus grand et plus confortable, hein, qui n'est pas tout à fait du même rouge. Les agents pourront donc procéder à des interceptions dites de sécurité, écouter les conversations, lire les SMS et les mails, et même espionner ce que tape un suspect sur son clavier. Ils pourront aussi s'introduire dans des domiciles privés pour y installer micros et caméras, ou poser des mouchards sur des véhicules pour les géolocaliser en temps réel. Le contrôle de cette nouvelle surveillance sera confié à une commission de contrôle des techniques de renseignement, une autorité indépendante qui donnera son avis avant toute opération de surveillance ciblée. Moi, ce que je constate, c'est qu'au nom de cette loi sécurité, j'ai déjà subi la semaine dernière une convocation à la police pour des échanges privés sur Facebook qui me valent d'être envoyé d'être interrogé par la police sur signalement justement de ce groupe qui a été créé suite à la loi, de ce groupe de policiers qui a été créé suite à la loi renseignement. Ce qui veut bien dire aujourd'hui que cette loi renseignement qui est censée soi-disant lutter contre le djihadisme. C'est un projet de loi annoncé juste après les attentats de janvier que Manuel Valls est venu présenter et défendre à la sortie du Conseil des ministres. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cette pseudo-loi contre le djihadisme, en fait, a pour effet immédiat, et on l'avait annoncé, de museler un peu plus les gens de la dissidence. Et on en arrive donc en France au niveau
je dirais, de choses qu'on avait montrées du doigt, nous, une démocratie avancée, c'est-à-dire la Stasi, ou l'époque des procès de Moscou de Staline, c'est-à-dire que on viole vos échanges privés, où je me permets, par exemple, de m'amuser, d'ironiser, d'être dans l'esprit Charlie, mais dans l'esprit Charlie, tous azimuts, et ça me vaut convocation à la police, c'est-à-dire signalement, et plainte du parquet derrière, hein, c'est-à-dire ça termine par un procès. C'est assez proche, ça, toute proportion gardée, de la façon dont finalement un type comme Solzhenitsyn s'est retrouvé au goulag, tout simplement parce que pendant la guerre et à l'époque de la défaite russe face à l'Allemagne, dans une correspondance privée, il rendait Staline responsable de la défaite russe en critiquant sa stratégie militaire. Ça lui a valu le goulag, vous voyez. On est aujourd'hui exactement dans cette configuration, c'est-à-dire une police qui fouille dans votre vie privée pour vous persécuter, au nom, tout ça, soi-disant, de la protection des citoyens, alors que c'est exactement l'inverse, hein, c'est les mettre entièrement sous surveillance pour les museler dans une période de colère qui montre contre un pouvoir de plus en plus illégitime, hein. Je suis, moi, et Dieudonné aussi d'ailleurs et quelques autres, le baromètre, effectivement, de cette montée de ce qu'on doit appeler tout simplement une dictature policière. Hein. Oui, alors là, comme je subis un harcèlement judiciaire de plus en plus violent, on voit qu'il y a une vraiment stratégie de mise à mort économique, de harcèlement et d'épuisement par des procès qui se multiplient. Souvent des gens qui déposent plainte à répétition, les mêmes, hein, notamment le fameux comique Aziza. Tu veux que je te casse ton truc? Non. Et on s'est rendu compte en épluchant des pièces, parce que j'essaie de renforcer ma défense en cooptant, vous le verrez bientôt, notamment un nouvel avocat très, très performant, qui est Maître Viguier. On se rend compte aussi, grâce à l'aide d'autres comme Maître d'Angléan, qu'aujourd'hui, la justice française n'hésite pas à produire des faux, hein, carrément des faux. Par exemple, en faisant croire que sur un constat de police, effectivement, que je suis le directeur de publication du site, alors qu'il y a marqué un autre nom sur la pièce tamponnée, donc c'est un mensonge. Et notamment, ce qui est plus grave encore, on a par exemple été débouté de l'appel du procès sur les livres qui nous ont interdits de façon très très incroyable en référé. On n'a pas pu aller en appel sur ce procès en référé. On en a été débouté de manière totalement illégale, hein, en prétendant que les papiers n'étaient pas... Il manquait des trucs marqués dessus, alors qu'on les a fait faire par un avoué, et qu'en plus, on n'est pas les gens qui attaquons. Sous prétexte que je n'étais pas identifiable, un truc comme ça. On a vérifié la jurisprudence, c'est totalement illégal. C'est simplement que, comme on avait gagné au fond sur cette question, on était sûr de gagner en appel, en référé. Et pour pas que la partie adverse perde, et la partie adverse, c'est toujours les mêmes, le tribunal a rendu un faux jugement. C'est-à-dire nous a empêchés, sous un prétexte fallacieux, d'aller en appel. Vous voyez ? On en est là aujourd'hui. Et normalement, on va créer une nouvelle rubrique sur le site qui va montrer effectivement qu'aujourd'hui, la justice française aux ordres produit carrément des faux. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment mener frontalement, et pas seulement défensivement, mais frontalement le combat judiciaire, en montrant effectivement que la démocratie telle qu'on nous la présente, c'est la séparation du pouvoir, hein, c'est Montesquieu, c'est-à-dire c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la justice, notamment sous Taubira, est entièrement soumise aux politiques et se sert donc de ce qu'elle est, de l'institution qu'elle est, pour martyriser, comment dirais-je, martyriser politiquement, économiquement et policièrement des gens qui ont été désignés comme ennemis par le pouvoir. Monsieur Soral, notamment, qui a inspiré l'extrême droite. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre. Et le pouvoir, pas le pouvoir légitime du peuple, hein. Le CRIF et son relais qui est Monsieur Valls, hein, voilà. Avec effectivement la complicité de Madame Taubira.
Je fais par exemple une petite remarque incidente. Je suis en procès contre les étudiants juifs de France. On le sait bien, quand il y a quelques semaines, la cellule islamiste terroriste qui a été arrêtée, leur lieu d'inspiration, leur lieu de connaissance, c'était Internet. Et c'était notamment en utilisant Twitter, c'était notamment en allant sur des comptes de personnalités telles que Alain Soral ou Dieudonné qu'ils ont puisé leur haine. Je suis en procès contre les étudiants juifs de France, que j'attaque d'un côté et qui sont partie civile dans plusieurs de mes procès. Et au moment où je suis en procès avec eux, Madame Taubira se rend à leur fête anniversaire et fait des photos bras dessous avec eux. C'est-à-dire que là, on est totalement dans la collusion. Hein. Un garde ou une garde des Sceaux se doit de garder une certaine indépendance. Alors là, il y a vraiment affiché par les médias une collusion, et plus qu'une collusion, une soumission évidente, affichée et assumée. Voilà. Et le président de la République a décidé de faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale pour cette année 2015. J'ai l'impression que maintenant, n'importe quel intellectuel ou pseudo-intellectuel qui avait fait preuve d'une certaine indépendance d'esprit à une époque, donc qui avait été un peu taquin sur la domination sioniste ou sur la religion de la Shoah, doit aujourd'hui se faire pardonner en me crachant à la gueule. Un peu comme quand Ciné, qui s'était fait attraper dans Charlie Hebdo, avait eu l'inélégance de s'en prendre à Dieudonné en disant « c'est pas moi l'antisémite, c'est Dieudonné ». Dieudonné est une ordure, Dieudonné est antisémite, oui en effet, je suis d'accord. Je n'ai rien à voir avec Dieudonné, je vous signale. Hein. Comme le type qui se fait arrêter et qui balance en disant « si je vous en donne d'autres, vous me laissez repartir », vous voyez. Et j'ai remarqué ça aussi avec Boniface, vous voyez, qui en même temps est persécuté par le tout-puissant lobbysionniste. Je me rappelle qu'à l'époque, il venait nous voir au Théâtre de la Main d'Or en pleurnichant parce qu'il avait été victime de la persécution et de la trahison de Strauss-Kahn. Dans une lettre au premier secrétaire François Hollande datée du 2 juillet 2003, Pascal Boniface affirme que priorité est donnée à ceux qui, au PS, ont une lecture ethnique du conflit israélo-palestinien. C'est le retour en force du communautarisme au sein du PS, poursuit-il, s'estimant diabolisé par certains amis d'Israël. Premier visé, Dominique Strauss-Kahn, qui a participé le 22 juin aux 12 heures pour l'amitié France-Israël, organisée par les institutions juives. Au moment où je suis attaqué violemment par l'extrême droite juive, voir des SK me jeter en pâture à une foule hostile. Et me traiter de misérable et consternant. Il s'était fait persécuter. Et en fait, il s'est soumis à moitié puisqu'il a accepté de coopter Jean-Yves Camus, converti au judaïsme et agent sioniste notoire dans son truc qui s'appelle l'Iris. Mais en même temps, il croit pouvoir mener un combat contre ce tout-puissant lobbysionniste tout en crachant la gueule des mecs comme moi. Vous pouvez pas dire qu'un journaliste comme Aziza, même si vous n'êtes pas d'accord notamment sur Israël entre vous, c'est la même chose qu'Alain Soral. Non, c'est pas la même chose, c'est l'autre face. C'est l'autre face de la même pièce, puisque Alain Soral a attaqué de façon scandaleuse Aziza, avec des arguments purement antisémites, donc du coup Aziza est devenu effectivement intouchable, mais maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec Aziza, on est Alain Soral. Si quelqu'un ne se lève pas dans le métro pour lui laisser sa place, c'est Alain Soral. S'il pleut, c'est la cause d'Alain Soral. Et donc, dès qu'on n'est pas d'accord, il vous traite de soralien de façon compulsive. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être assimilé à Alain Soral. Et ça, je trouve, c'est une stratégie très stupide. Hein. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de demi-combattant et il n'y a pas de demi-opposant au lobbysionniste. Si vous vous opposez au lobbysionniste même un peu, il finit par vous diaboliser de la même façon et à vous virer de la même façon. Et de mener un demi-combat contre vous conduit au déshonneur et à l'inefficacité. Écoutez, on s'est allié avec Staline pour se débarrasser d'Adolf Hitler. On s'est bien allié avec Staline, qui n'était pas non plus un enfant de 2 ans ni un enfant de cœur. Tout à fait, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec le diable à un certain moment. Oui, mais contre qui? Là, on s'allie pas contre Saddam. Là, on s'allie contre Bush et contre les Anglais, contre Blair. Les gens qui veulent diriger le monde. Mais non, mais enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe, Soral, le fourrisson du net. Les raisons pour lesquelles Ardisson ne m'invitera plus, c'est notamment ma pensée, et que sur cette pensée-là, Ardisson a été mon maître. Hein, je veux dire, c'est un type qui était fier d'exhiber à l'époque, dans sa bibliothèque du 2e étage, les annales révisionnistes dont il avait l'intégralité. Je pense que la stratégie du petit malin qui consiste à faire le travail qu'à moitié en pensant qu'il ne se fera pas choper
est totalement moralement critiquable et stratégiquement stupide. Et ça se vérifie systématiquement. Pourquoi Alain Soral vous a-t-il invité à son université? Oui, c'est vrai, il m'a 2008, invité, ça s'est mal passé Alain ensuite. Soral, ancien membre du comité central du Front National. C'est un écorché vif, Soral, et c'est quelqu'un qui, ne pouvant plus draguer à son âge, a certaines frustrations. Donc voilà. Et la tradition des Rothschild, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Une tradition de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les flux financiers, tout ça. Mais c'est pas le seul, non, pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite... Finalement, les seuls qui marquent des points et qui se font respecter, c'est ceux qui y vont franchement et totalement comme moi et Dieudonné. Et notamment, je vois aujourd'hui un type comme Bricmont va de plus en plus loin dans sa cohérence, parce que c'est une question de cohérence, et finalement, ça lui permet d'être de plus en plus crédible, de plus en plus écouté, et surtout de plus en plus redouté par la partie adverse. Parce que la partie adverse, elle sait très bien tout ça. Elle vous méprise quand vous faites à moitié le demi-insoumis, parce que demi-insoumis égale demi-tapin. Dans le conspirationnisme, il y a tout ça. L'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Effectivement, nous n'avons jamais estimé devoir le poursuivre. Honnêtement, pas beaucoup d'intérêt. Plus la crise s'aggrave, plus le réel donne raison à mes analyses qu'on pouvait qualifier de complotistes ou d'extrémistes. Et des intellectuels un peu indépendants, on va dire que Onfray est un peu indépendant, d'abord parce que c'est un goy. En plus parce qu'il anime une université libre à Caen, hein, c'est pas une université subventionnée à Paris. Et puis aussi parce qu'il a eu à un moment donné, peut-être par manque de lucidité, où il n'avait pas établi les médiations, il s'est permis par exemple d'attaquer la psychanalyse. Freud qui prenait 450 € par séance, une séance par jour, sauf le dimanche, et qui vous gardait 3 ou 4 ans au moins, et puis dire que ça soignait et que ça guérissait, il avait plutôt intérêt. Et tous ces gens qui n'ont pas lu mon livre et qui sont tout à fait contre ont intérêt à défendre leur petit business. Et là il s'est pris dans la gueule le gang Roudinesco. Mais quand vous dites qu'il est proche des thèses de l'extrême droite française... Alors là, il n'y a pas de doute. Il y a une grande tradition en France. L'extrême droite a toujours condamné la psychanalyse comme une science juive, bon, etc. C'est toute une histoire. Pourquoi réhabiliter de telles thèses? Et je pense qu'il a compris effectivement que son espace de survie, lui qui vient du libertaire intégral, était en fait d'être un peu honnête et courageux. Et puis aussi sans doute parce que c'est un type d'origine populaire, en plus d'être un goy, il devient progressivement sensible à la question sociale. Cette gauche qui devrait pouvoir s'occuper du peuple, elle ne s'en occupe pas aujourd'hui. Et commence à essayer d'articuler, ce qui est très difficile pour lui parce qu'il n'y a pas une grande cohérence dans sa philosophie qui consiste à piocher un peu partout, à articuler la question sociale sur le reste de ses problématiques. On a laissé le peuple au profit de minorités, de marges. C'est très bien qu'on s'occupe des transsexuels, des homosexuels, qu'on s'occupe des immigrés, des couples d'hommes qui veulent des enfants. Je trouve ça très bien. Il ne s'agit pas de lutter contre ça, mais de dire qu'il y a aussi un peuple qui souhaiterait qu'on s'occupe de lui parce que il crève la faim, il est dans la misère. Compte tenu de tout ça, il vient de plus en plus sur mon terrain. Et des choses qui me sidèrent, c'est que par exemple, la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Mais se rendant compte que c'est dangereux, il fait toujours une petite pirouette finale à la fin qui consiste soit à me cracher à la gueule. J'ouvre une parenthèse pour dire que je viens de lire un livre d'Alain Soral et on me dit de temps en temps du bien d'Alain Soral. Je veux dire, ce livre d'entretien d'Alain Soral et d'Éric Nolot permet de savoir les choses extrêmement claires. Soral dit « je suis national-socialiste ». Donc il faut arrêter de dire ce qu'on raconte sur ce personnage-là. Il est national-socialiste. J'ai l'impression d'être chez moi en Israël. Merci. Toujours les mêmes signes. Soit qu'il faut que la campagne française accueille tous les migrants. Et on pourrait aussi solliciter les Français. Il y a plein de villages qui sont remplis de maisons vides, etc. On pourrait repenser une espèce de tissu social nouveau où on donnerait aux gens la possibilité de s'installer, de travailler. Vous voyez, pour continuer à quand même pouvoir passer à BFM TV et à être finalement l'insoumis de service des médias mainstream qui pousse sa petite colère mais qui va jamais trop loin, un peu comme il y a du Mélenchon, vous voyez, on est là. Mais son destin, s'il veut rester crédible, c'est de plus en plus de se rapprocher de ma ligne qui est la seule véritable et intégralement sérieuse. Sinon, il y a le destin d'un Michéa qui consiste à écrire 20 fois le même livre et à finir par
par disparaître d'une certaine manière, ou alors à rallier l'ennemi comme l'a fait Moix à un moment donné. Pour ceux qui connaissent son histoire, il avait préfacé le Blanc-Rue, dont je suis l'éditeur, Blanc-Rue étant le bras droit de Forisson. Il s'était exhibé avec moi, avec Dieudonné, etc. Son frère et Marc-Édouard Nab savent qu'il a produit les écrits révisionnistes quand il était à Sciences Po en province. Enfin, il est à la fois... C'est un tenu retourné, voilà. Et évidemment, chose promise, chose due. Comme dit Jonathan Ayoun, terre promise, terre due. Le champagne vous attend. C'est le destin aujourd'hui des intellectuels. C'est soit aujourd'hui d'aller au bout de leur logique, quitte à accepter la diabolisation du système de domination sioniste, soit de se rallier à ce système et de devenir des vendus. Hein, voilà. Il n'y a plus tellement de marge entre ces deux positions. Hein. C'est-à-dire que la radicalisation de la crise produit aussi la radicalisation nécessaire des positions. Et aujourd'hui, c'est dissident vraiment et jusqu'au bout, ou tapin. Hein. Et entre les deux, on a... Todd. C'est ce que j'appelle le catholicisme zombie. Le concept foireux et humoristique de hollandisme révolutionnaire. Entre le hollandisme révolutionnaire et le catholicisme zombie de l'affaire Charlie, il est très 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 démonétisé. Et d'ailleurs maintenant il va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il rejoint l'analyse que je faisais de lui, et il dit qu'il est finalement un marane. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes juif ces derniers temps? Je pense que j'ai une identité de marane. Vous savez ce qu'étaient les maranes? Les maranes, ces juifs qui dissimulaient leur foi, vivaient dans un monde de faux-semblants. Voilà. C'est un marane intellectuel, effectivement. C'est bien qu'ils le disent, je le savais. Tous les postes et fonctions dont les juifs étaient exclus tant qu'ils étaient juifs leur étaient dorénavant accessibles puisqu'ils étaient devenus chrétiens. C'est ainsi qu'au grand effroi de nombreux Espagnols, d'anciens juifs se sont imposés dans les tribunaux, et même au sein de l'Église, en médecine et dans les universités. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Alors bon, il y a le côté très très déprimant et inquiétant dans un premier temps d'être attaqué de façon aussi violente, lourde et dégueulasse. Soral taille les culturo-mondains, c'est un mot qu'il a volé à Michel Clouscar, mais c'est quelqu'un qui en est l'enfant en fait, et il a connu que ce milieu, c'est quelqu'un qui a jamais travaillé. Soral n'a rien inventé, il ne fait que remixer des auteurs, tantôt antisémites, tantôt plutôt marxistes, 19e, 20e siècle, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez retenu l'appellation de MC Soral. Nous, on a déconstruit son idéologie, on a essayé de montrer qu'elle ne tenait pas la route parce qu'elle était incohérente et qu'en plus elle était haineuse et qu'elle reposait sur deux piliers qui sont le conspirationnisme et la désignation des boucs émissaires. Après, on ne va pas rentrer dans un débat de fond idéologique avec Alain Soral parce que ce serait de considérer qu'il a des arguments qui pourraient être légitimes. Parce que c'est vraiment sordide, hein, c'est vraiment sous la ceinture systématiquement, sans jamais parler de mes idées. Mais il y a deux choses qui sont très réconfortantes. Un, c'est que ce livre que je ne lirai pas plus que j'ai lu celui de ma sœur, hein, je fais d'ailleurs remarquer que le livre de ma sœur, malgré une promotion pharaonique, à laquelle je n'ai plus droit depuis des années, s'est vendu à moins de 3000 exemplaires. Ce qui est très bon signe, c'est-à-dire que les gens, ça ne les intéresse pas. Hein, c'est pas ça qui les intéresse chez Soral, première chose. Deuxièmement, c'est ce nouveau livre qui sort sur moi, chez Kalman Levy, je pense que presque je pourrais m'arrêter de parler à ce moment-là. Hein. Sauf si je voulais m'amuser de dire que Kalman Levy était l'éditeur de mon premier roman. Hein. La vie d'un vaurien, le premier éditeur de La vie d'un vaurien, que j'ai réédité moi-même après, c'est Kalman Levy qui l'avait édité. Donc on a un point commun, ces deux petits cons et moi, c'est qu'on a eu à un moment donné le même éditeur. Bon, on ferme la parenthèse. Mais ce qui est très rassurant, c'est que, dans ce livre, il n'y a rien, à part dire que j'ai tourné en tant que figurant dans une publicité Michoco en 1984. Le bonbon en habit noir. Choco. Oui, effectivement. Donc on apprend que j'étais un jeune homme sans argent, pas un fils à papa, qui pour survivre dans les années 80 a fait des tas de petits boulots. Alors je peux balancer des scoops qu'ils n'ont pas. J'ai aussi été figurant dans Pierrot mon ami. Donc on peut me voir si on cherche aux côtés de Jacques Dutronc à un moment donné. Enfin j'ai été mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Ça c'est déjà sorti une fois chez Canal+. J'ai fait des tas de petits boulots pour survivre et pouvoir continuer à m'instruire dans ma petite chambre de bonne de Pigalle de 12 mètres carrés, dont le loyer était à l'époque de 450 francs par mois. Vous voyez,
voyez, voilà. Donc c'est bien. Première chose. Deuxième chose, on sait que je suis entièrement autofinancé, donc entièrement libre, contrairement à eux. Ce média qui revient, qui s'appelle Street Press, alors les gens ne savent pas qui c'est un petit site internet qui vivote, qui est dirigé par Jonathan Miara. Et à la fondation de Street Press, Actualité Juive avait relayé, à l'époque ça s'appelait Street Reporter, avait relayé la fondation de ce média en expliquant que c'était un média fondé par des membres de la communauté juive liés au Parti socialiste. Et alors c'est monté via des soutiens financiers, un partenariat avec l'Open Society, notamment de George Soros. Le patron Jonathan Miara a suivi une formation à l'Ariane de Rothschild Foundation. Toute l'équipe qui est dirigée par Jonathan Miara est chapeautée par Patrick Weil, qui est un vieux routier de la politique, qui est membre du Parti socialiste et qui est le penseur de la politique d'immigration du Parti socialiste. C'est que nous n'assumons pas le fait que l'islam était part de la France, bien avant l'Allemagne. Donc on est là face à un site qui vivote, on ne va pas non plus leur faire de pub, mais qui est intégralement piloté par la haute finance et le gouvernement. C'est l'exécutif et la haute finance. Je veux dire, il n'y a rien de plus clair. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après, il faut savoir qui est le macro derrière. Donc là, c'est assez traçable. Donc on sait, grâce à ce livre, qu'on n'a rien à dire sur mes idées, qu'on cherche de me diaboliser comme sous la ceinture par des trucs qui n'intéressent personne. On dirait même que j'ai rien passé au mot. Donc là, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Parce que même en admettant que ça puisse être vrai, bien que d'ailleurs ils mentent, puisqu'ils disent que ça aurait été un truc... J'aurais eu des pratiques bisexuelles à l'époque des années 80, dans une ambiance festive, etc. Ça voudrait donc dire que le fait que j'ai pu être bisexuel à un moment donné, ce que je ne valide pas, me disqualifierait comme intellectuel. Là, je pense qu'on tombe dans la pleine et totale homophobie. Je ne suis pas un être consensuel, pourtant, mais il y a des choses justes dans ce qu'il dit. Merci. Donc ils savent plus où ils en sont. C'est assez rigolo. Et ce qui est le plus rassurant, c'est qu'il y a eu ce livre dans lequel il n'y a pas grand-chose, mais qui a été relayé de façon très agressive envers moi par le Nouvel Obs, l'Express, la presse israélienne, Libé, c'est-à-dire la presse de Drahi, et des marchands d'armes et du lobby sioniste, le Nouvel Obs, l'Express, Libé, les Inrecuptibles. Donc là, on sait très bien qui m'attaque à travers ça. J'ai regardé, moi, les commentaires, puisque c'est de la presse Internet. 90% des commentaires, et c'est sans doute un peu modéré, sont pour moi, en disant... qu'est-ce que vous avez à répondre aux idées de Soral, Qu'est-ce qu'on en a à foutre des petits déballages crapoteux comme quoi Soral aurait, à une époque, je vous dis, tourné dans la pub Michoco. Les gens ne sont pas si bêtes. Et ce qui veut bien dire que les gens qui ont édité ce livre, je ne parle pas des deux merdeux qui l'ont écrit, c'est des types de 28, 29 ans, on a mis leurs photos en ligne, on voit, voilà, ça me fait penser aux enfants soldats, vous voyez, qu'on envoie en Afrique pour créer le chaos, vous voyez, c'est des merdeux, c'est des gamins, ils n'ont pas... J'ai 57 ans, ils n'ont pas le 10e de la culture et du vécu qu'il faut avoir. Je m'appelle Kevin Poirot, j'ai 19 ans, je suis actuellement en 2e année de licence de lettres à l'université de Poitiers. Je ne suis pas encore tout à fait sûr de quelle sorte de journalisme j'aimerais pratiquer. On envoie ces merdeux sous-payés comment dirais-je, faire le sale boulot, on sait qui paye derrière, mais... ils n'ont rien et ils sont totalement désavoués par pratiquement tout le monde, puisque je vous dis, tous, regardez les commentaires sur les sites, ils se font massacrer. Voilà. Et puis ce qui est amusant, c'est que pour eux, je suis un raté mais qui a réussi, un type sans intérêt dont il faut parler tout le temps, un type qui raconte n'importe quoi mais que de plus en plus de gens écoutent, bien plus que les médias soi-disant fait pour ça. En 2007, Égalité et Réconciliation, qui est l'association d'Alain Soral, ouvre son site. On en est où, Mathieu Mollard, avec ce site internet ? Ce site internet, il a évolué très peu en termes de format. Il a évolué, je crois, une fois. Et en termes d'audience, par contre, il a crevé le plafond parce que certains mois, il a pu atteindre les 7 millions de visiteurs uniques. Au-delà de la notoriété d'Alain Soral, je pense qu'en termes de web politique, il a compris quelque chose. C'est que c'est un hub de l'info ou de la réinformation, comme ils aiment dire. Donc, les gens y viennent et il y a du contenu. Donc, on n'est que dans des espèces de contradictions qui sont pour eux insolubles. Voilà. Ce bouquin, comme d'autres, parce qu'il y en a déjà eu d'autres, renforce mon statut d'ennemi public, on va dire numéro 2, parce que je laisse encore Dieudonné au-dessus de moi, déjà par le nombre de procès.
et pousse des gens à s'intéresser à ce que je raconte. Et comme moi, je ne cache rien, j'ai rien à cacher, les gens, à un moment donné, vont aller voir ce que je raconte, ce que j'écris depuis 1984, et voir que quand même, il y a une certaine cohérence, et que ce que je dis et ce que j'annonce se vérifie par la réalité. C'est très dur à un moment donné de cacher totalement la réalité, même quand on contrôle la totalité des médias. Vous voyez, vous pouvez dire à la télé qu'il neige, les gens peuvent quand même à un moment donné, même pour aller acheter le pain, sortir dans la rue et voir qu'il fait soleil. Vous voyez. Mais la réalité, mais tout le monde s'en fout de ta réalité, mon pauvre ami. Parce que si la réalité intéressait les gens, eh ben les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, réfléchis. Et aussi, ce que j'annonce, c'est puisqu'il semblerait que l'histoire de Soral et de R soit très intéressante et très passionnante, nous allons, nous, Contre-Culture, écrire et publier un livre qui racontera la vérité sur tous les sujets qui ont été soulevés par ces autres livres. Vous voyez, on va le faire. Comme ça, en plus, on fera encore un peu plus de business, puisque ces gens-là me reprochent étrangement de faire du business. Je rappelle que le site ER n'a aucune publicité, alors que c'est un site plus consulté, ils le disent eux-mêmes, que pratiquement tous les autres sites. Hein. C'est un site gratuit entièrement. Hein. Et qu'effectivement, je me suis débrouillé pour monter une économie qui me rend totalement autonome et qui ne me fait pas tomber dans le système commercial vulgaire de tous les autres. Hein. Voilà. Donc, grâce à eux, effectivement, j'annonce qu'on va monter d'autres structures commerciales encore pour nous renforcer politiquement et qu'on va, puisqu'il paraît que c'est intéressant comme sujet, écrire et éditer et vendre nous-mêmes le livre qui va traiter sérieusement et honnêtement de la question, puisque là, en fait, si je veux finir sur le sujet, ils sont allés faire parler des tas de gens qui m'ont connu depuis 30 ans, et en général, ils ont gardé que ce qu'ils voulaient de ce qu'ils avaient dit, même en trichant. J'ai un mail qu'on mettra en post-production d'Isabelle Chazot, avec qui j'ai travaillé à l'époque de 20 ans et qu'ils ont interviewé, qui se plaint, dans un mail qu'elle m'a mis en copie, qu'ils avaient travesti ses réponses et les avaient instrumentalisées dans un sens négatif. Au vu des premières pages, je suis contente que tu ne m'aies pas cité. C'est vraiment une charge, et malgré le travail considérable accompli, je ne crois pas que tu rendes compte de la réalité. Mais le souhaitais-tu ? Tu aurais dû me faire relire, malgré tout, le petit passage sur 20 ans, car il y a des inexactitudes. AS n'a jamais écrit d'article sur le look des stars, ce n'était pas le genre de la maison, 20 ans n'était pas un journal bébête. Quant à se souvenir surtout de ses sautes d'humeur, je crois t'avoir aussi parlé d'amitié. Et je pense que cette attaque contre moi, c'est me pousser à m'énerver, des fois que je pourrais distribuer une paire de gifles et que ça pourrait m'envoyer au commissariat et en tôle, et aussi essayer d'exister sur mon dos, vous voyez. Nous, notre génération, on a 29 ans tous les deux, c'est arrivé très souvent à des soirées en discutant avec des copains à nous qui nous disent « Ouais, mais Soral, quand même, sur certains trucs, il a raison ». Et c'est ça qui est assez étonnant, je trouve. J'avais un camarade de meilleur il n'en est pas. Oui, on va publier un texte d'ailleurs pour lui rendre hommage. J'étais à son enterrement. Et je dois dire que c'est une très grosse perte pour le combat, je dirais, de l'insoumission au sens le plus large du terme. Parce que c'était un type qui était, à la limite, très complémentaire de moi. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup dans le concept de par ma culture de gauche. Et lui était énormément dans les faits. Et les faits, et notamment la critique pratique des réseaux, ce qui me manquait, moi, d'une certaine manière. Et il a fait un travail pendant des décennies d'une humilité et d'un sérieux qui force le respect, et assez irremplaçable. Hein. Et on peut citer d'ailleurs le fait qu'il a été le premier à faire un travail de fond, notamment sur le Club du siècle. Oui, alors le Club du siècle, c'est la super élite technocratique française. On parle souvent, pour les organisations mondialistes, par exemple du Bilderberg Group ou de la trilatérale, c'est la trilatérale française. Et que, comme toujours, ce travail fait par un type estampillé d'extrême droite, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, a été repris sans jamais le citer par un petit excité très prétentieux et très limité comme Pierre Carl. Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là Non, mais véridique. Qui s'est mis à un moment donné à vouloir attaquer bille en tête le dîner du siècle. D'ailleurs, au bout de 3 arrestations, CRS, il est passé à autre chose. Hein. Mais celui qui avait fait le travail de fond depuis des années, c'était Ratier. Et là, on a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que très souvent, l'extrême gauche vole le travail de ce qu'on appelle l'extrême droite sans jamais lui rendre hommage. Hein. C'est valable sur le régionalisme, sur l'écologie, etc. Et si je veux finir mon hommage sur Ratier en citant une anecdote, la première fois que j'ai rencontré Ratier, c'est parce que, par l'intermédiaire de Frédéric Chatillon, qui est un ami et que je salue, il a organisé un dîner pour me rencontrer. Et à ce dîner,
qu'il avait organisé chez lui. On dînait très bien chez lui, hein, c'était un bon vivant. J'ai rencontré pour la première fois Alain de Benoît, ce qui était intéressant. Et aussi le conjoint et maître à penser d'Ovidie, qui était une ardeuse de l'époque. Hein. Et donc c'était un type qui était capable, pour le bien de la cause et de l'insoumission, d'avoir, comment dirais-je, une très grande ouverture d'esprit et qui aimait bien mettre les gens en relation, avec un petit côté d'ailleurs pince sans rire. Et il faisait toujours ça dans l'intérêt supérieur de la cause, sans jamais se mettre en avant. Il aura été également pionnier en France sur des questions comme l'avion du Pentagone, un sujet sur lequel il avait largement travaillé et qu'il avait laissé à Thierry Messant en se disant, écoutez, Messant est bien en cours, il aura accès au plateau de télévision. Si c'est Emmanuel Ratier, ancien journaliste de Minutes, étiqueté extrême droite, qui le sort, la thèse... Le travail ne sera pas diffusé. Et donc, du coup, c'est Thierry Messant qui avait porté le livre dans les médias et qui avait porté la thèse alternative, la première thèse alternative sur les événements du 11 septembre. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train d'essayer de diaboliser ce Thierry Messant. Il y a quelques années, on nous expliquait que Thierry Messant était un type formidable. Il avait le réseau Voltaire. Il militait pour la cause homosexuelle. Il peut être très bien par ailleurs. Il était au parti radical de gauche. Non, mais je veux dire, c'est pas n'importe qui. C'est pas Emmanuel Ratier non plus, Thierry Messant. Par contre, le petit bémol, c'est que dans cette logique-là, il avait organisé l'année dernière, je crois, je ne me rappelle plus des dates, il avait organisé, à la demande de Monsieur Choprade, une rencontre avec moi chez lui, parce que Choprade avait demandé à me rencontrer et m'avait demandé lors de cette rencontre, à laquelle a assisté donc Ratier, puisque c'était chez lui, qu'on aide Choprade à se faire élire comme député européen, parce que, me disait-il, il était entièrement sur ma ligne, ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque par une série de déclarations qu'on remettra si on veut s'amuser. Logiquement, il y a quelqu'un qui devrait être content ce soir, c'est Alain Soral. Quelqu'un qui a tout compris des forces profondes de l'histoire, celle que ne veut pas voir notre bon bourgeois occidental, aveuglé qu'il est par les chiffons rouges agités devant ses yeux par la grande presse. Donc écoutez-le et lisez-le. Nous n'utilisons pas forcément les mêmes mots, et tant mieux, mais nos pensées sont en convergence. Et qui voulait qu'on l'aide notamment dans les quartiers populaires à forte population immigrée. Ce que nous avions accepté de faire avec une parole donnée. Et dès que Choprade a été élu... Soral n'a pas d'influence sur Marine. Il s'est auto-investi d'une mission que personne ne lui a confiée. Si sa mission est de ramener des musulmans en leur expliquant que le FN est un parti antisémite et ou antisioniste, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu la même chose, il s'est trompé d'adresse. Puis, bien pire que ça, quand je l'ai traité à juste titre de fils de pute, parce que c'est le comportement exact qu'il a eu, parce que le soutien que je lui avais apporté, compte tenu de son retournement de veste, aurait pu me mettre en danger. C'est pour ça d'ailleurs que je mets bien tout ça à plat, puisqu'il était sur ma ligne avant d'être élu. C'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Et une fois qu'il a été élu Front National... La France est en guerre avec des musulmans. Il est devenu carrément, il est passé soutien au sionisme, ce qui lui a valu récemment de déclarer qu'il soutenait l'opération Tel Aviv sur Seine, parce que ça incarnait la culture occidentale. La pression délirante des islamo-gauchistes contre Tel Aviv sur Seine en dit long sur l'alliance objective des ennemis de notre civilisation. Vous voyez ? Enfin voilà, donc il m'a trahi, il a trahi la cause qu'il était censé défendre, et ça malheureusement, Ratier avait fait l'intermédiaire. Et comme Ratier est un honnête homme, il m'a fait une lettre, qui est donc maintenant une lettre posthume, puisque non content de tout ça, Choprade m'a envoyé au tribunal pour diffamation. Il me poursuit en plus en justice, alors que normalement il aurait dû, au mieux, comme je l'avais proposé, me rencontrer en duel. Si c'était un homme d'honneur et qu'on était dans la droite des valeurs et du 19e siècle, on se serait retrouvé sur le pré. Donc j'ai une lettre posthume de Ratier qui dit bien qu'il avait organisé à la demande de Choprade une rencontre où Choprade m'a demandé de le faire élire parce qu'il était sur ma ligne, et que Choprade m'a trahi totalement, puis m'a diffamé et allé jusqu'à l'abjection de me poursuivre en justice, simplement parce que j'exprimais une saine et légitime colère. Voilà. C'est pour vous dire qui est Choprade et qui était Ratier. Hein. J'en profite pour, comment dirais-je, servir un peu tout le monde. Voilà. D'abord, c'est très triste de voir. C'est le père Goriot, hein, j'en avais déjà parlé. Un vieil homme ? Le père Goriot. Ah ! Vous le connaissez donc aussi ?
Mais c'est son père. Son père? Un vermicellier très riche. Le bonhomme avait 2 filles. Il s'est dépouillé pour faire leur bonheur en les mariant bien. L'une à un resto et l'autre à un affreux banquier, Lucingen. Naturellement, ses gendres n'ont pas tardé à mépriser le pauvre vieux. Et ses filles l'ont renié. Quelle honte! Innocent. Hein, pour ceux qui ont lu Balzac, ou qui l'ont pas lu. Et surtout, c'est un peu la destruction symétrique des deux pour le plus grand plaisir du système. Parce que de voir la père et la fille se déchirer, sauf pour les gens qui pensent que c'est de bonnes stratégies, parce que Marine se débarrasse d'un diable et que ça va l'aider aux élections. Je trouve que d'un point de vue moral, c'est jamais très beau une fille qui tue son père à la demande expresse de quoi? Du CRIF. Immédiatement, elle condamne son père. Dans ce communiqué, les mots sont cinglants et ont tout d'une sanction. Jean-Marie Le Pen semble être entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique. J'ai informé Jean-Marie Le Pen que je m'opposerai à sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des élections régionales. Vous avez été exécuté? Ah non, j'ai été désavoué. Ça inspire pas confiance parce que quelqu'un qui trahit son père peut d'autant plus trahir ses électeurs. Et pour savoir d'où vient cette trahison, ces premières parenthèses, là je vais faire une révélation, parce qu'autant que ce soit moi qui la fasse, puisque des journalistes m'ont appelé pour me demander de confirmer, je ne parle plus à la presse mainstream, je sais très bien que la demande de liquidation du père par la fille correspond à une demande expresse du CRIF. Marine Le Pen n'est pas une personne fréquentable, ni irréprochable, aussi longtemps qu'elle continuera à ne pas se désolidariser des propos de son père. Je sais très bien que la demande de liquidation du père par la fille correspond à une demande expresse du CRIF. Pourquoi? Parce que en 2006-2007, il faudrait vérifier la date, à l'époque, Maître Golnadel, qui est la droite du CRIF, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Patrick Buisson à la télévision. La religion de la Shoah, l'hypermnésie de l'Holocauste, ne rend-elle pas les Juifs insensibles, sourds aux souffrances du peuple palestinien? En réalité, Soral, dans son bouquin, est obsédé par la Shoah. Maître Golnadel essayait de me recruter comme un Zemmour Goy, parce qu'il voulait faire évoluer la position du CRIF de pro-immigration, chance pour la France, à anti-musulman. Parce que cet antisémitisme-là venait soit de l'extrême gauche, soit de l'islamisme, que la communauté, elle s'est durcie. Rappelons-nous de la citation de Kuckerman. Roger Kuckerman a dit qu'il espérait que la victoire de Le Pen servirait à réduire l'antisémitisme musulman et le comportement anti-israélien, parce que son score est un message aux musulmans leur indiquant de se tenir tranquilles. La droite du CRIF, qui est dominante aujourd'hui, veut un rapprochement avec le Front National sur une ligne anti-islam. Et à l'époque, Marine Le Pen était demandeuse d'une rencontre avec Golnadel pour savoir à quel prix serait levé ce qu'on appelle l'interdit de l'arc républicain. Les chefs de la droite molle ont, je crois, signé un pacte dans lequel ils s'engageaient à ne jamais s'unir avec le Front National. Il se dit que c'est le Bnei Brit, une sorte de franc-maçonnerie juive, qui aurait imposé cette clause. C'est-à-dire le droit, l'autorisation donnée par la communauté juive toute puissante au Front National de pouvoir enfin passer à la caisse politiquement. C'était ça. Et donc j'ai organisé, moi, cette rencontre qui s'est passée au restaurant de Montparnasse qui s'appelle la Rotonde ou le Dôme, le truc à côté de la Coupole. Et nous étions 4 à ce dîner. Moi, Marine Le Pen, Louis Alliot et Golnadel. Ce qu'avait dit Golnadel, c'est voilà, nous vous laisserons, nous la communauté organisée, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'ambiguïté sur qui a le pouvoir. Nous vous laisserons réintégrer l'arc républicain, c'est-à-dire nous vous dédiaboliserons le jour où vous condamnerez votre père sur le point de détail, etc. Et Marine avait répondu à l'époque, ça je ne le ferai jamais, etc. Je pense que quand elle disait ça, elle le disait de bonne foi, elle espérait que Jean-Marie Le Pen, vieillissant, la question se règle d'elle-même par sa disparition. Or, c'est là qu'il faut comprendre la responsabilité de Jean-Marie Le Pen dans ce qui se passe en ce moment. Parce que si moi-même je le soutiens au nom, je dirais, de la droite des valeurs et d'un attachement affectif, il faut quand même être un peu politique. Jean-Marie Le Pen a lui-même décidé de la stratégie de la dédiabolisation du Front National. Il a lui-même imposé au forceps sa fille. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. D'ailleurs, en humiliant et un peu en trahissant Gollnisch, faut pas oublier. Il a réuni combien de personnes à sa réunion de Bordeaux? 300? Je n'ai jamais fait moins de 1500, moi,
en Aquitaine. Le Pen a ce symptôme psychologique étrange, c'est qu'il n'identifie jamais les traîtres qui sont à côté de lui, il les nourrit et il humilie ses fidèles. C'est très très constant chez lui. Et on voit qu'il a été trahi par son ex-femme, par sa fille aînée, par Maigret, puis par sa fille cadette. Donc c'est un type qui n'identifie pas les traîtres. Je pense que c'est pas un défaut, parce que moi-même j'ai un peu ce symptôme-là, c'est parce qu'en fait, quand on n'est pas soi-même un être de trahison, on a du mal à se mettre dans l'esprit du traître et à l'identifier et à accepter que ça existe. Mais quand je voyais l'autre jour Choprade partir avec Le Pen, bras dessous, je me dis, le pauvre Le Pen, il est encore en train de s'entourer de traîtres, quoi. Je veux dire, c'est un peu triste, quoi. Voilà. Et donc, si je vais employer une métaphore, quand Le Pen a choisi la dédiabolisation et a imposé sa fille en tuant politiquement à l'intérieur du front tous les gens qui pourraient le défendre aujourd'hui, parce qu'il a fait le ménage pour que sa fille accède au pouvoir. Alain, ce n'est pas un politique, c'est un romancier. Et puis il a un fichu caractère. Moi, il ne m'a jamais manqué de respect, mais dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, il l'insultait, juif. PD. Ce n'était plus possible. Sur une ligne qui était très ambiguë, parce que la dédiabolisation du front, c'était en réalité la mise au rencard de Jean-Marie Le Pen, parce que la dédiabolisation du front, qui est le diable? Jean-Marie Le Pen. Donc il avait opté lui-même, quelque part, pour sortir du jeu. Or, il a choisi cette stratégie politique sans sortir du jeu. C'est exactement, si je vais employer une métaphore simple, un père de famille dont la fille a 18-19 ans et qui, à la fin de l'année, dit « Je veux faire une surboom. Papa, est-ce que tu me laisses faire une surboom dans l'appartement ?» Il dit « Oui, ma fille, tu peux faire la surboom. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis toute la surboom dans le canapé du salon. Il fout en l'air la soirée de sa fille. Donc soit on dit non, soit on se barre et on revient à 4h du matin. Or Le Pen est exactement dans cette situation-là qui est assez stratégiquement incohérente et qui en fait a entraîné tout ça. C'est que il a validé la dédiabolisation, il a mis Marine au pouvoir de force et il est resté quand même à faire le diable au front quand ça l'amuse. Vous voyez? Donc à un moment donné, quand on voit le boulot énorme de soumission que fait Marine Le Pen... En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre. Et qu'elle a son père comme un chien dans un jeu de quilles, à un moment donné, avec la pression du CRIF, etc., plus la pression sans doute, même je dirais on va dire des gens du front qui espèrent une place un jour, qui savent très bien que s'ils n'obtiennent pas cette place, notamment au niveau local, là je pense à Alliot, c'est à cause du vieux. Mais je sais pas, c'est surtout qu'à un moment où nous avons une réussite certaine, enfin je veux dire, on part sur des épisodes municipaux, européennes, départementales, qui sont avec une popularité, une notoriété de Marine Le Pen en hausse, avec le Front National qui s'installe au sommet, j'allais dire, des partis politiques français, c'est incompréhensible. C'est-à-dire comment ils disent, il faut que le vieux se barre pour qu'on puisse enfin être maire, conseiller municipal, conseiller régional, etc. Donc à un moment, c'est lui qui bloque. C'est-à-dire qui a servi le front à sa propre personne intégralement sans ne rien donner. Donc c'est stratégiquement même, c'est un manque de lucidité. Un échange hiérarchique, c'est quand même un échange gagnant-gagnant. On obéit au chef parce qu'on y a intérêt aussi. Quand c'est que du sacrifice, à un moment donné, il pousse à la trahison. Donc je dis, Le Pen a poussé à la trahison de sa fille et même des gens qui ont voté en douce contre lui, parce que c'est lui qui bloque maintenant le passage à la caisse du front. Et donc c'est d'autant plus tragique qu'aujourd'hui on a une situation grotesque, c'est-à-dire qu'on est passé d'un personnage politique de premier plan à un drame familial qui ressemble plus à une pièce de Courteline. Et puis tu embêtes, monsieur. Veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Parce qu'en fait, il n'a pas su se hisser au niveau de l'histoire. Parce que moi, personnellement, ce que je lui avais dit, bon, si vous vous rappelez du texte de 2009... Donc dans ce rapport politiquement correct et libéralisme aujourd'hui au FN, la tendance est plutôt inversée. Grande rigueur critique sur le mondialisme économique, du fait notamment du travail de Marine Le Pen, mais abandon du politiquement incorrect au nom de la dédiabolisation. Ce qui revient à la même incohérence et à la même impuissance politique que la fois précédente, puisque se soumettre à la dictature des droits de l'homme et au chantage du crime contre l'humanité, c'est se retrouver à terme et au final à poil et en race campagne face à l'idéologie mondialiste. Voilà, il y avait que de plus en plus des transfuges de l'UMP et des sionistes. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Alors qu'on prétendait faire une ligne de résistance au nouvel ordre mondial, à l'immigration, etc. Or, on sait très bien qu'il y a une incohérence profonde entre tout ça, qu'on ne peut pas à la fois se soumettre au CRIF et résister au nouvel ordre mondial. Si ceux qui n'ont pas compris ça, je peux encore leur ressortir des centaines d'heures de conférences, de démonstrations, etc., etc. Et donc,
Moi, j'avais dit à Le Pen, c'est dangereux ce qui se passe parce qu'il n'y a plus que des gens quelque part, qui vont vous liquider. C'est mon texte de Marine m'a tué. Hein. Martinez, Lang, Le I2, Bild. Aujourd'hui Soral, Gollnisch demain. Pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques au système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale. J'avais proposé à Jean-Marie Le Pen, si vous voulez sortir par le haut, aider votre fille et dire ce que vous voulez, et aider le Front National pour accéder au pouvoir, écrivez vos mémoires. Et non seulement je lui ai dit, mais je lui ai obtenu, en faisant un travail de courtier, un contrat de 50 000 € d'avance avec quelqu'un pour l'aider. Hein, donc c'était un gros éditeur avec mise en place Interforum, etc. Et je disais, Napoléon ne serait pas Napoléon sans le mémorial de Sainte-Hélène, De Gaulle ne serait pas De Gaulle sans les mémoires de guerre. Il fallait que Le Pen, s'il était cohérent, quand il a choisi sa fille et choisi la stratégie de la dédiabolisation, se retire du front par le haut en écrivant un livre majeur qui ferait de lui un grand Français et qui l'aurait rendu inattaquable, un peu l'Antoine Pinet. Alors, pendant 30 ans, Antoine Pinet va tenir le rôle du sage, celui auprès de qui les hommes politiques de tous bords aiment à se faire photographier, celui à qui l'on demande conseil, celui qui détient la formule permettant de conserver popularité et confiance. Si on veut faire un parallèle, hein, et qui n'aurait pas gêné sa fille, mais qui l'aurait aidé tout en pouvant dire exactement tout ce qu'il voulait. Qui est vraiment alors que là, qu'est-ce qu'il a fait? Une petite interview dans Rivarol. Je veux dire, c'est pas au niveau, voilà. Et donc, moi, je suis à la fois très attaché effectivement à Le Pen, mais il ne faut pas se voiler la face. Il est en réalité entièrement responsable de ce qui se passe en ce moment. Hein. Et c'est dramatique parce que ça prouve qu'en dernière instance, comme souvent, comme au moment de la phrase sur le détail... Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas tout à fait au niveau de son, comment dirais-je, de ce qui aurait pu être sa destinée historique. Il y a toujours le moment où, pout, il va pas jusqu'au bout et il fait quelque chose qui n'est même pas... il se casse même pas la gueule, il fait un pas de côté. Hein, il assume pas jusqu'au bout. Hein. Je ne vais pas revenir sur le point de détail, mais la chambre à gaz est tout sauf un point de détail. Hein. C'est le comment dirais-je, c'est le nouveau Golgotha. Une religion dont le credo, plus jamais ça. Sous-entendu, demain le mondialisme ou le retour d'Auschwitz, sert aussi d'anathème contre toute résistance patriotique, et où la chambre à gaz prend désormais la place du corps, introuvable, du Christ ressuscité. Et il le savait très bien, c'est autre chose qu'il voulait dire au moment où il a posé la question. Hein. Et tous les initiés le savent, y compris ses ennemis, et donc il a été puni. Pour le même prix, il a pris 120 briques, 120 millions de centimes dans la gueule, il n'a pas dit ce qu'il pensait, et finalement c'est une casserole pour rien. Et donc, je suis dégoûté par ce qui se passe en moment au Front National, parce que je vois des maîtres collards qui viennent du lambertisme. Et je crois qu'à l'heure actuelle, sans que les gens s'en rendent bien compte, les droits de l'homme au quotidien, au jour le jour, sont en danger. Je vois des maîtres collards qui viennent du lambertisme se permettre de cracher sur un type qui a fondé le parti. Je trouve ça répugnant. Oui, il nous emmerde, bien sûr, oui, ça vous a échappé. Hein, mais en même temps, il faut bien reconnaître que Jean-Marie Le Pen est responsable de ce qui se passe en ce moment, parce que, aimant l'estrade et aimant venir animer des noces et banquets, il n'a pas été capable de se hisser au niveau de son destin historique jusqu'au bout, en se retirant au sommet de la montagne, en tant que grand personnage de l'histoire, pour écrire ses mémoires, comme l'ont fait De Gaulle ou Napoléon. Voilà. C'est assez brutal ce que je dis, mais parce que je suis en dernière instance, je le rappelle, quelqu'un qui essaye de dire la vérité coûte que coûte. Et cette vérité devait être dite, d'autant plus que j'ai aujourd'hui même écouté le discours de Marine Le Pen. La France est devenue le vassal d'autres puissances. Soumise à Washington autant qu'à Berlin, elle court à sa perte, suivant des politiques qui ne correspondent plus à aucun de ses intérêts stratégiques. Et qu'il était en tant que discours, je peux le dire d'autant plus qu'elle ne fait que le lire et que c'est pas elle qui l'a écrit, un discours parfait. La profonde déstabilisation de la Libye par M. Sarkozy et Bernard-Henri Lévy avec la complicité du PS, puis celle de la Syrie, toujours par les mêmes, ont entraîné une situation inédite et pourtant prévisible. Un discours qu'on ne peut qu'applaudir du premier mot au dernier mot. La seule chose que je dis, c'est quand on connaît ce qui se passe en interne au front, on voit très bien que la manière dont sont virées certaines personnes et cooptées d'autres font qu'il n'y a aucune chance que Marine, une fois au pouvoir, si tant est qu'elle l'atteigne, réalise ce projet de rupture radicale et quasi-révolutionnaire qu'elle annonce dans ses discours. On est un peu dans le Tsipras, là, vous voyez, le Tsipras de droite, voilà. Et c'est ça qui est
qui est à mon avis triste. C'est que le discours est parfait, mais la manière dont le front s'organise en ce moment, quand on entend que Cukierman dit que Marine est irréprochable. Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Je ne vois pas un personnage politique, donc Cukierman dit qu'il est irréprochable, aller faire la révolution en France pour s'opposer frontalement au nouvel ordre mondial et notamment au choc de civilisation et à tous les volets que ça comporte. Hein. Voilà, là j'ai fait le tour, je crois. Hein. Dégage. Alors ça, c'est le gros sujet, très inquiétant. Il y a eu l'affaire Charlie, où on a vu un plan média planétaire se mettre en place du jour au lendemain pour justifier une politique de basse police. C'est effrayant hein, quand les choses fonctionnent aussi massivement. On a là l'idée du complot, de quelque chose qui a été préparé, organisé, qui ne peut pas être spontané. Il faut quand même comprendre, quand on a une certaine culture, que des choses aussi qui explosent de façon aussi massive et instantanée sont toutes spontanées. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences. Des petits-enfants qui sont morts sur des plages, il y en a plein. Il y a notamment ceux de Gaza qui étaient en plus déchiquetés. Ça n'a pas conduit la communauté internationale à dire qu'il fallait immédiatement créer un État palestinien souverain et indépendant. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des petites filles chrétiennes décapitées en Syrie, en Irak et ailleurs par des types de Daesh toute la journée. Ça n'a pas empêché Fabius de continuer à les soutenir. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Plus Sarkozy, plus en fait tous les partis politiques, excepté le Front National. Hein. Donc l'instrumentalisation de ce bébé mort est typiquement une escroquerie politico-médiatique qui renvoie à la stratégie des French Doctors, c'est-à-dire quelque chose que nous avons inventé dans les années 70 avec l'ignoble... Des enfants français, c'est-à-dire ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. L'ignoble Kouchner en premier lieu, c'est-à-dire de jouer sur l'émotionnel pour appuyer la géopolitique impériale américano-sioniste. C'est le couronnement du grand élan de solidarité de nos écoliers vers les enfants de Somalie. Cette déferlante migratoire est très terrifiante et inquiétante. Je pense que si on veut prendre de la hauteur de vue, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une réponse du capital en crise à la crise du capital. C'est-à-dire que quand le capital atteint une crise majeure, il peut y avoir une réaction saine, qui est celle des 30 Glorieuses, qui est de rebasculer un peu vers le social et faire en sorte que le social reprenne le contrôle du capital au service du social. C'est les 30 Glorieuses, c'est le CNR, c'est ce qui s'est passé après-guerre parce qu'il y avait eu un bain de sang de 50 millions de morts. Après 50 millions de morts, on peut redevenir un peu sérieux et raisonnable. Là, on est exactement dans la stratégie inverse. La crise financière chinoise, qui va avoir des conséquences dramatiques en réalité sur la crise avancée financière américaine, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pousse en réalité l'oligarchie mondiale à produire une crise sociale de même ampleur que la crise économico-financière, afin de rendre tout ça ingérable et de ne pas perdre le pouvoir. Et donc je dirais que cette stratégie de faire affluer massivement sur l'Europe des migrants de zones de guerre qui n'avaient pas de raison de bouger aujourd'hui alors qu'ils auraient pu bouger il y a 10 ans en Irak, 3 ans en Syrie et 2 ans en Libye, c'est une volonté américaine et israélienne de faire déferler sur l'Europe des populations que j'appellerais des nomades parasites. From Syria. Syria. How is your life? Bad. Die Lebensmittel der ausgehungerten Leute. Und hier haben wir von denen, die verdursten, die vollen Wasserflaschen. Ja, Dokumente, die vermisst man ja leider auch. We had strong national identity. Those who you see out in streets of Belgrade on their way to Germany or Holland, they are not the real Syrian. Don't misunderstand me. I love my people. But my people, those who are fighting for Syria, for our homelands, they are not refugees. They are economically motivated immigrants. Afin d'empêcher tout sursaut
national, quel qu'il soit, et toute cohérence populaire de défense contre la loi ultra-violente du capital en phase de chaos. Hein. Parce que il suffit de regarder Calais, quand le français paupérisé sera mis face aux réfugiés syriens, qui sont principalement des mâles jeunes de 20 ans. Hein. Très peu de femmes, très peu d'enfants. On horizontalisera les tensions et on empêchera donc un peuple, quel qu'il soit, de s'unir pour lutter contre le capital. Et là, on est bien dans le titre de mon livre, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. C'est une stratégie de migration accélérée avec la collaboration de toutes les élites politiques européennes et de tous les médiatiques et des artistiques, qui sont toujours des collabos de tous les pouvoirs. En pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays. Cette stratégie de migration accélérée est, à mon avis, une stratégie d'empêchement par la destruction de tout sursaut patriote et national contre le nouvel ordre mondial en phase de crise capitaliste et financière avancée. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et si on le prend à l'échelle française, ce n'est jamais que l'étape supérieure de la stratégie du regroupement familial. Le regroupement familial a été voulu par les loges, le capital et, on va dire, la communauté juive organisée de niveau mondial. On a vu au mois de juillet, au mois d'août, ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse. A été une stratégie de métissage forcé du peuple de France afin qu'il ne puisse plus jamais se soulever comme il s'est soulevé. Vous voyez, c'était pour qu'il n'y ait plus jamais la possibilité d'un peuple qui peut se soulever sur des idées barétiennes. Vous voyez. Mais là, on atteint une phase bien plus grave, avec toujours les mêmes d'ailleurs qui poussent à la soumission. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe. Eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית. אני גאה בלהיות גזענית. אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אני גאה. ישראל איננה אדישה לטרגדיה האנושית של הפליטים מסוריה וגם מאפריקה. אבל עם זאת, ישראל היא מדינה קטנה מאוד. אין לה עומק דמוגרפי ואין לה עומק גיאוגרפי. ולכן אנחנו חייבים לשלוט על גבולותינו. גם נגד מסתנני עבודה בלתי חוקיים וגם נגד מחוללי טרור. Enfin, on voit qu'ils montent tous au créneau pour dire que les Français, en période de chômage et de crise aggravée, doivent en plus accepter, au nom des droits de l'homme, toute la misère du monde que ces mêmes gens qui nous demandent, nous, peuple de France, de les accueillir, misère du monde qu'ils ont créée totalement par la destruction de l'Irak, à laquelle ils ont participé. Écoutez, d'abord, je ne suis pas un inconditionnel des Américains. Ouais. Hein, je suis un inconditionnel de la chute de Saddam Hussein. C'est pire parce que Hitler a déjà existé. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Mais ce que la France propose, ce n'est rien d'autre que le maintien au pouvoir de Saddam Hussein, c'est-à-dire
la mort lente des Irakiens. Bernard Kouchner se distingue en se prononçant en faveur de l'intervention américaine en Irak en 2003. Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Irak, puis Libye, puis Syrie. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. Kadhafi ne doit pas gagner, car si Kadhafi gagne, c'est la fin de tout espoir de démocratie dans beaucoup de régions. Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi ce que vous faites pour la Libye, pourquoi ce qui est fait pour la Libye n'est-il pas fait pour la Syrie? Il faut livrer des armes aux rebelles syriens, même si Al-Qaïda est présent, et Al-Qaïda représentant ceux qu'on croit être les meilleurs combattants, en tout cas les plus déterminés, c'est évidemment très difficile, je le sais. Ce sont les mêmes qui organisent ce chaos, qui nous disent aujourd'hui qu'on doit assumer les conséquences de ce chaos, non pas Bernard-Henri Lévy, qui compte pas accueillir des miséreux dans son riad, mais le petit peuple de France, parce qu'il est évident que ces contingents de mâles de 20 ans, syriens ou autre chose, ou parfois d'ailleurs avec des agents de Daesh infiltrés, on va les loger dans des zones françaises un peu désertifiées, c'est-à-dire il suffit de se balader en France pour voir les endroits où il n'y a plus un bar tabac, plus un commerce, des HLM un peu abandonnés ou des locaux publics un peu abandonnés. On va les stocker là. Et qu'est-ce que ça va donner? Il suffit de regarder Calais. They're in danger every day, every minute. They're coming inside with the police. They want to kill each other. We don't know what to do. You have to do something. Someone has to protect us. They are in our houses. And please, show some respect in the country you guys live. Respect us. We live here 1,000 years and we plan to live here, and don't make us become extremes. Get out, please. It's a private property. You guys are violating the private property. Respect Greece. This is Greece. Ça va donner de la guerre civile généralisée bien horizontale. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un projet de chaos et une gestion collabo du chaos programmé par toutes nos élites instituées. C'est le devoir de la France. La France, où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme. Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. Il y a l'urgence. Il y a des gens qui sont abandonnés sur les routes, qui sont sans aucun recours. Leurs droits doivent être respectés. Il y en a qui relèvent de l'asile et qui demandent l'asile. Les procédures donc doivent être mises en œuvre. Elles le sont. La grandeur de la France, c'est d'avoir accueilli de grands artistes qui ont façonné sa culture. La grandeur de la France, c'est d'avoir toujours accueilli des migrants anonymes, des réfugiés inconnus, des enfants adoptés, et d'en avoir fait des ministres, et parfois même des présidents de la République. On doit accueillir tous ceux que nous pouvons accueillir. Nous avons à prendre une partie de la misère du monde. Quant aux Français, ils sont plus intelligents que ne le croient leurs élites. Ils ont parfaitement compris que accueillir des réfugiés, aujourd'hui, ils en sont tous d'accord. Et je dis qu'il faut le faire parce que nous n'avons pas le choix. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention, et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. C'est l'honneur de la République. Mais si on est de gauche, si on est socialiste, même si les Français ne sont pas d'accord, c'est une cause humanitaire qu'il faut porter. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil, et j'y travaille. Au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Et que là, on a vraiment, on se rapproche du camp des saints. On a vraiment un pays qui est la France, qui n'est plus en voie d'affaiblissement, dont la réponse pourrait être ma stratégie réconciliation nationale. Là, on est dans une phase de submersion et de chaos ingérable et qui va produire, à mon avis, des milices,
de la violence pure, des viols, des prédations, etc. Et je pense que c'est ce chaos-là que veut le capitalisme du chaos pour pouvoir se maintenir. Hein. Voilà, c'est la stratégie du chaos généralisé. Et c'est la France est en danger de mort, là, c'est clair et net. Hein. Et ça, bon, bah, ça correspond à tout ce que j'annonce depuis des années. Et je suis assez terrifié d'avoir raison à ce point-là. Ça va même au-delà de ce que je pensais dans la violence du projet. Hein. C'est un projet ignoble et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit à la fois que les musulmans sont dangereux, on sait très bien que les zones dont viennent ces immigrés sont des zones où Daesh règne, qu'il est très facile, puisque ces combattants de Daesh sont en fait des nomades prédateurs venus d'un peu partout, hein, ce ne sont pas des combattants syriens, et qui peuvent très bien à un moment donné retirer leur tenue de combat, se mettre en survêtement avec une paire de Nike et aller passer les frontières pour venir à la porte de l'Allemagne, de la France, etc. Donc on prétend à la fois lutter contre le danger du terrorisme islamique, et par l'ouverture de nos frontières à toutes ces masses incontrôlables, on laisse passer, en même temps qu'on fait Vigipirate et qu'on emmerde les gens comme moi, tous les terroristes potentiels déguisés en réfugiés. Ce droit d'asile, qui dit les valeurs de la France, vous le faites vivre, accueillir avec des règles, bien sûr, avec une organisation sérieuse qui s'impose. Ce droit d'asile vis-à-vis de ceux qui demandent la protection, quelle que soit son origine. On ne trie pas en fonction de la religion. On accueille les chrétiens, les musulmans, les yazidis. On ne trie pas. Je pense que cette migration massive là, qui arrive en Europe, peut intéresser seulement, je dirais, l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays capitaliste qui produit l'industrie, de la machine-outil, des bagnoles, etc. C'est pas un pays de métier de service. Et ils ont un gros déficit de travailleurs de base à cause de leur faible taux de natalité, le plus faible d'Europe, etc. Donc le patronat allemand peut-être voir d'un bon œil cette arrivée d'esclaves. Voici peut-être les futurs techniciens ou ingénieurs de la première économie d'Europe. Les entreprises manquent de main-d'œuvre, elles lancent un appel, les migrants doivent rester. Ulrich Weber, l'un des patrons de la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, gardons les plus qualifiés. Ce sont des déserteurs en réalité, c'est des gens qui, au lieu de combattre dans leur pays, et au lieu qu'on les aide à combattre dans leur pays pour lutter contre Daesh, quittent leur pays comme des lâches pour venir faire les parasites dans l'Europe du Nord, aidés par des réseaux de passeurs qui sont entièrement sous contrôle et commandités par les ONG américaines, et donc c'est une volonté totale de l'impérialisme américain. I've also just found this as well, which is quite interesting. It's a guidebook for those coming over the water here. Inside are maps, an idea of the route people need to take, of reception centres, and then it's all in Arabic, of course, but at the front are websites and phone numbers for the Red Cross, for example, and other agencies that might be able to help people along their way. Ça se fait pas tout seul, hein. Ces migrations ultra-massives. Hein. C'est organisé, et c'est organisé essentiellement par les Américains. Alors et dans l'intérêt des Américains et d'Israël. Je vais vous dire pourquoi. La crise chinoise, en ce moment, va avoir des conséquences terribles sur les États-Unis qui sont déjà en crise. Les Chinois, pour dégonfler leur bulle et revenir à un État capitaliste un peu mieux équilibré, en ce moment, ils vont dégonfler la bulle. Et donc, en fait, on est dans un monde avec trois puissances concurrentes, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Les États-Unis, qui sont une puissance déclinante, ne peuvent pas s'en prendre à la Chine. C'est un ennemi et un concurrent hors d'atteinte. Mais par contre, ils peuvent freiner leur effondrement en détruisant l'Europe. Hein. Alors c'est déjà par le TAFTA, par le traité transatlantique, mais aussi par cette immigration massive qui, par exemple en France, ne peut produire que du chaos social et économique. Nous sommes dans un pays désindustrialisé, avec un chômage de masse et déjà une immigration incontrôlée, et que les Français ne supportent plus, avec en plus des médias qui leur forcent à identifier immigration et islam. Donc vous voyez que là, il y a une vraie stratégie d'effondrement, on va dire en gros, de l'Europe, dont seule, à la limite, l'Allemagne tirera peut-être son épingle du jeu. Hein, voilà. Et encore, à court terme. Les preuves le montrent, il s'agit bien d'un incendie criminel. Dimanche matin, les flammes ont ravagé ce gymnase situé dans la petite ville allemande de Wertheim. Le bâtiment était destiné à accueillir quelques 400 migrants d'ici peu, mais il est désormais totalement inutilisable. Et donc là, je pense que la vraie stratégie, c'est ça. Cette opération de migration massive est voulue par l'Empire américain et est la conséquence directe de la crise financière chinoise dont les premières victimes vont être
l'économie américaine. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. La Chine réajuste son capitalisme en dégonflant une bulle. La première victime, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ne pouvant pas s'en prendre à la Chine, dans une espèce de relation triangulaire, tapent sur l'Europe par cette immigration, qui est d'ailleurs la phase 2 d'une stratégie, puisque ces migrants bougent de territoires qu'eux-mêmes ont détruits totalement. Destruction de l'Irak, destruction de la Libye, destruction de la Syrie. Là, si on veut avoir une vision globale, c'est la phase 2 d'une stratégie américano-sioniste. Et pourquoi je dis sioniste ? Parce que de vider de ses forces vives, si vous regardez bien, une partie de l'Irak, la Syrie, le Liban, on va y venir demain par une nouvelle révolution colorée qui arrive, c'est préparer la purification ethnique par la fuite de migrants. De quoi ? Du Grand Israël. Vous regardez le projet du Grand Israël, seul projet viable pour Israël en tant que puissance autonome ne dépendant plus des États-Unis, en voie d'effondrement, c'est le Grand Israël. Ça sera le Grand Israël ou plus d'Israël du tout. Or, tout ça concourt aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment et que nous subissons, que nous prenons en pleine gueule, à retarder l'effondrement de l'Empire américain et à favoriser, la mise en place, on va dire, démographique du Grand Israël. Parce que le Grand Israël se frappe de deux manières. Un, parce que nous appellerons l'armée israélienne à pacifier Daesh. Nous mandaterons Israël pour ça. Il fera des guerres défensives, comme il fait à chaque fois, qui sont des guerres d'augmentation de territoire. On l'a vu dans toutes ces guerres. Hein. Toutes ces guerres sont des guerres, soi-disant, défensives, de conquête de territoire. 48, 67, 73. Et là, effectivement, ils arriveront sur des territoires occupé par Daesh, qui est un guignol sous contrôle américano-sioniste, en réalité fait de voyous, d'islamo-racailles, comme je l'ai toujours dit, au service d'islamo-sionistes. Et ils en prendront très vite le contrôle de territoires vidés des forces possibles de résistance, qui sont tous ces jeunes mâles qui seront dans des centres de réfugiés dans la banlieue de Roubaix, par exemple. Et donc ça sera d'autant plus facile pour eux de s'étendre, les Israéliens, parce qu'il n'y aura plus d'hommes pour leur résister face à eux. Et en plus, en s'appuyant sur Daesh, ils auront détruit, comme ils le font systématiquement, notamment pendant la Nakba, toutes les traces de l'histoire historique de ces pays. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group in its entirety from the place where it lives. The second stage of ethnic cleansing is to erase these people from the place's history. Ils veulent réduire à néant l'héritage de l'histoire. Une opération de destruction et de propagande mise en scène par ces soldats du groupe État islamique. En faisant raser par Daesh, au nom d'un islam délirant et radical, toutes les traces historiques qui viendraient contredire le mensonge intégral qui est la mythologie biblique. Le texte biblique nous raconte l'histoire des Israélites venus de l'étranger et qui assiègent les cités cananéennes, puis les détruisent avant de fonder une nation dans le pays de Canaan. Mais l'archéologie nous dit exactement le contraire. D'après les fouilles, l'essor d'Israël est une conséquence de l'effondrement de la société cananéenne. Il n'en est pas la cause. Toute l'histoire biblique est un projet politique. Certes, une mythologie, mais une escroquerie historique. Ça n'existe pas. Donc la stratégie d'Israël, c'est toujours de détruire les histoires moyen-orientales qui montreraient qu'en fait, les Juifs n'ont aucune histoire dans la région. Aucune histoire glorieuse ou grande qui aurait valu qu'elle soit racontée par des scribes égyptiens, assyriens ou babyloniens. Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc là, je vous ai fait quand même une analyse globale en prenant de la hauteur. Et ça serait bien que Michel Onfray, qui à la fin dit comme conclusion de son discours de pseudo-résistance sur BFM qu'il faut accueillir effectivement tous ces mâles miséreux en France. Il y a plein de villages qui sont remplis de maisons vides, etc. On pourrait repenser une espèce de tissu social nouveau. Ça serait bien qu'il essaye de se hisser à mon niveau pour faire la critique jusqu'au bout. Mais le jour où il fera ça, il sera obligé de parler sur égalité et réconciliation, il sera plus invité à BFM TV par Routel Krief. Alors c'est comme le début de la crise syrienne. Il y a une colère légitime d'étudiants libanais à cause d'une crise sanitaire due à la corruption et à l'effondrement de l'État libanais qui ne s'est jamais remis en fait de la guerre civile qui est la conséquence directe de son voisinage avec Israël. C'est au cours de l'invasion israélienne que ma conscience s'est éveillée. J'ai vécu toute cette période à Beyrouth. À l'époque,
J'ai ressenti ça comme une profonde injustice. Les bombardements, les destructions, l'occupation sous lesquelles on a dû vivre. C'est Israël qui a détruit le Liban. Tous les Libanais que j'ai rencontrés, y compris les anciens pro-Gemayel qui ont fait le sale boulot, savent effectivement que la pire chose qui soit jamais arrivée au Liban, qui était la Suisse du Moyen-Orient, c'est d'être un voisin d'Israël et en même temps une puissance bancaire, un pays très développé et multiconfessionnel. Le Liban est une introduction privilégiée à l'histoire plurimillénaire du Proche-Orient. Au carrefour des influences historiques, il fait la jonction entre l'Orient et l'Occident méditerranéen, qui ne cessent de communiquer et d'échanger depuis la plus haute antiquité. C'est le seul pays qui a pu intégrer 17 communautés religieuses. Une juive, 6 chrétiennes rattachées à Rome, 5 musulmanes sunnites, chiites, druzes, alaouites, ismaéliens. Les églises catholiques font bon ménage avec les nombreuses mosquées, temples et lieux de culte. C'était un exemple, un rival et un exemple possible, vous voyez. Et donc, le Liban continue à être attaqué et détruit, en fait, par Israël, par ricochet. Là, on voit bien que c'est par la stratégie des révolutions colorées. Il suffit de regarder qui instrumentalise. Et on voit bien, effectivement, que tous les pays frontaliers d'Israël sont détruits soumis et détruits les uns après les autres, afin, effectivement, de permettre l'extension de la puissance israélienne et voire l'extension territoriale israélienne. Et ce qui est triste, c'est que les seuls qui résistent à peu près de façon cohérente au Liban, c'est Nasrallah, avec une alliance d'ailleurs avec le général Aoun, et qu'on leur met dans la gueule, par exemple, Daesh. Derrière ces montagnes, à la frontière syrienne, le Hezbollah affronte les djihadistes d'Al-Nosra et de l'organisation de l'État islamique. Le Hezbollah, qui contrôle cette région, a appelé les clans à former des mouvements armés pour l'aider dans sa lutte contre les djihadistes. Car l'armée nationale dispose de moyens limités, et dans cette zone qui échappe au contrôle de l'État, tout le monde est armé depuis toujours. On prend toujours des islamo-racailles pseudo-sunnites pour lutter contre des musulmans cohérents qui ont la même vision du monde que Sheikh Imran Hossein. Ils ont bien compris que le vrai combat, je dirais, sacré, devait être les vrais musulmans avec les vrais chrétiens. And so Russia has a tryst with destiny. And that tryst with destiny is to ally itself with the world of Islam, to liberate the Holy Land, and to bring back justice and peace to the Holy Land, when truth will triumph, and a Christian-Muslim alliance will achieve that success. This is the time for Muslims and Christians, Orthodox Christians, to hold hands together, reach out, to hold hands with each other. Les vrais musulmans et les vrais chrétiens unis contre les satanistes, en réalité, c'est-à-dire le monde vétérotestamentaire judéo-protestant, et c'est-à-dire le monde américano-sioniste. C'est l'analyse de Sheikh Imran Hossein, c'est la mienne, c'est celle de Nasrallah, et c'est même celle qui se met en place discrètement dans la tête et dans la politique de Poutine, si on regarde son évolution ces dernières années. Parce qu'à la limite, il y est contraint. Voilà. De toute façon, la stratégie américaine, c'est facile parce que des maîtres à penser de la géopolitique américaine, grâce à Internet, se lâchent dans des conciles qu'on relaie d'ailleurs nous et nous seuls sur Internet. L'idée des Américains, c'est de n'avoir aucun rival de son échelle. C'est de jamais de détruire personne, mais toujours d'affaiblir tout le monde. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were at each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. Donc on voit très bien qu'à un moment donné, il y a eu le sursaut chaviste en Amérique latine et qu'il a fallu que les Américains y répondent. Et ben pour ça, ils ont tué Chavez avec du polonium, comme les Israéliens l'ont fait pour Yasser Arafat. First, they found abnormally high amounts of polonium-210 in Yasser Arafat's clothes.
Now they've discovered a high presence of the radioactive substance inside his bones. Swiss scientists produced this 108-page report after an exhumation of Arafat's body last November. The scientists say their data clearly favors polonium poisoning of Palestine's historic leader, with up to 83% confidence. Les experts français viennent de rendre leurs conclusions. Ils ne croient pas à la thèse de l'empoisonnement de Yasser Arafat. Ils ont tué Chavez avec du polonium. Et puis après, ils se sont dit, on va casser l'axe principal qui est l'axe Venezuela-Cuba, en se réconciliant à minima avec Cuba. Une simple lettre qui tourne la page d'un demi-siècle d'histoire. Entre les mains du représentant cubain, le courrier signé de Barack Obama rétablissant les relations entre les États-Unis et Cuba. Une victoire très politique pour le président américain. Ici aux États-Unis, nous constatons un grand enthousiasme des Américains qui veulent visiter Cuba, des entrepreneurs américains qui veulent faire affaire à Cuba et des universités qui veulent établir des partenariats avec Cuba. Et on propose un pacte de réconciliation avec Cuba, on casse un axe majeur de résistance. Après, on affaiblit d'ailleurs... Elle affiche un air serein, mais l'avenir ne semble pas être des plus souriants pour Cristina Kirchner. L'accusation portée contre la présidente argentine pour entrave à la justice a été validée par le procureur Gerardo Policita via ce communiqué. Une accusation formulée à l'origine par un autre procureur, Alberto Nisman, retrouvé mort dans des conditions mystérieuses le 18 janvier dernier. Le magistrat assurait que le pouvoir argentin avait mis en place un plan visant à protéger l'Iran, soupçonné d'avoir commandité un attentat antisémite dans la capitale argentine en 1994. Oui, voilà, des autres pays pour casser ce que Chavez avait mis en place. De même, les Américains travaillent à un équilibre par la destruction systématique équilibrée des sunnites et des chiites au Moyen-Orient. Donc quand ça va un peu trop loin, au-delà même des intérêts immédiats israéliens, là pour une fois les Américains n'ont pas suivi les intérêts israéliens. C'est une visite hautement controversée que Benjamin Netanyahou vient d'entreprendre à Washington. Un voyage qui n'a pas reçu l'aval des États-Unis. Et pour cause, Israël vient dicter sa ligne sur l'accord que Téhéran et Washington doivent signer sur le nucléaire iranien. Je reconnais que le Premier ministre Netanyahou est en complet désaccord. Je ne doute pas de sa sincérité. Mais je crois qu'il a tort. C'est intéressant à faire remarquer. Ils se sont réconciliés avec l'Iran parce qu'ils n'ont aucune raison d'être fâchés avec l'Iran. Je rappelle que la demande permanente de l'Iran était en gros comment dirais-je, de ne plus être fâchés avec les États-Unis. C'est pas un problème pour eux. Ils ont une longue histoire à travers l'époque du Shah d'Iran de pacte de coopération totale avec les Américains. President Kennedy and the Shah agree on the value of continued assistance to Iran's economic development program. I bring with me the heartfelt greetings of my countrymen to your people. Il y a eu la parenthèse de la révolution islamique, mais les élites religieuses chiites iraniennes qui sont aussi les élites économiques, faut pas oublier, faut bien comprendre que c'est le pouvoir religieux et économique est le même en Iran. C'est ce qui fait la force de l'Iran, mais c'est aussi ce qui fait qu'il faut comprendre que ce sont des religieux très réalistes. Et en fait, ils ne souhaitaient qu'une réconciliation avec les États-Unis qui acceptent qu'ils soient une puissance régionale. L'Iran est un peu au monde, je dirais, eurasiatique, ce que la France est au monde occidental. Une puissance régionale fondamentale, mais qui ne peut jamais être une puissance première. Vous voyez, c'est un peu on a un destin commun, enfin un destin parallèle. Voilà. Et en fait, les Américains n'ont aucune raison d'empêcher l'Iran d'exister localement et de revendiquer simplement d'arrêter qu'on les détruise et qu'on les harcèle et qu'on leur fasse des embargos, justement parce que ça permet effectivement de contenir un peu Daesh, qu'ils ont aidé au départ mais qu'ils ont un peu de mal à contrôler. L'Iran est tout simplement incontournable dans cette région du monde. Regardez, malgré les sanctions, l'Iran est déjà engagé militairement au Yémen. Il est également engagé en Irak, où il lutte contre l'un de nos ennemis, le groupe État islamique. Il est aussi engagé en Syrie, où là il soutient plutôt l'un de nos ennemis, le président Bachar el-Assad. Et c'est d'ailleurs ce qui inquiète les autres pays de la région. L'Arabie saoudite, mais aussi Israël. Avec la levée des sanctions, l'Iran va récupérer d'ici un an un trésor de guerre de 130-150 milliards de dollars. Et pourquoi faire ? Et effectivement, ça agace un peu Israël, mais tous les experts militaires américains et même israéliens savent très bien, malgré les délires de ce gros porc de Netanyahou, que l'Iran n'a jamais eu l'intention
d'attaquer Israël, et que l'utilisation de la bombe atomique dans un périmètre aussi réduit est absurde, puisqu'on ne peut pas, comme nous l'a bien expliqué Tchernobyl, arrêter la contamination radioactive. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter, c'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 ans plus tard, la France découvre sur son territoire, en particulier en Corse, la présence de malades atteints de cancer de la thyroïde. Donc personne ne peut utiliser une bombe atomique dans la région pour un combat régional. Et ils font bien comprendre, comme l'ont dit beaucoup d'experts militaires off the record, que les bombes atomiques qui sont dans les sous-marins israéliens offerts gratuitement par la technologie allemande sont tournées vers les capitales européennes. What's incredible about this is why doesn't the US, my country, I've also got a British passport as well, why don't we talk about what Israel is doing with regard to all those nuclear weapons and how Israel had threatened European capitals? If you look at the background of this, Israeli military researcher, historian Martin Van Crayfield had actually threatened European cities with annihilation with those 200 to 400 nuclear weapons that Israel reportedly has. En disant si vous nous lâchez, on fait tout péter. En fait, les Israéliens nous menacent, nous, avec leurs forces atomiques. Ils ne peuvent pas se permettre de tirer une bombe atomique sur le Liban, la Jordanie ou quoi que ce soit. Il suffit de regarder la profondeur stratégique d'Israël et la région. Voilà. Donc en réalité, de vouloir détruire l'Iran sous prétexte que l'Iran menaçait atomiquement Israël est un mensonge et du théâtre Netanyahou, qui n'est validé ni par les élites militaires israéliennes, ni par les élites et les experts américains. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun problème, finalement, pour que l'Amérique se réconcilie avec l'Iran. Ce qui est dommage, c'est que nous, on nous avait demandé, en tant que bons chiens d'attaque et bons chiens soumis à l'impérialisme américano-sioniste, d'être en pointe sur ce combat anti-iranien. Il est le premier à avoir pris la parole devant la presse. Laurent Fabius a annoncé que l'Iran et les 6 puissances mondiales n'étaient pas tombés d'accord. Pourtant, les négociations ont été intenses durant 3 jours et l'optimisme s'est même mis à gagner toutes les parties. Alors sur quoi les discussions ont achoppé? Pour la presse iranienne et certains diplomates français, Laurent Fabius s'est opposé à un accord. Ce qui nous a valu de perdre le marché Peugeot, etc., de perdre sans doute le marché atomique. C'était nous qui avions fourni l'atome du temps du Shah. On avait un peu la main sur le destin atomique civil de l'Iran. Et que la conséquence de tout ça, c'est qu'on a fait le tapin et le sale boulot. Et que les Américains se sont réconciliés dans notre dos avec les Iraniens et qu'on va perdre tout